très loin. Nous sommes donc très heureux de vous recevoir non, sur la tombe de Daudet. Ce n'est pas une commémoration, ce n'est pas un souvenir stérile. C'est pour nous surtout le moyen de nous réenraciner dans notre pensée pour avoir ensuite une action tout au long de l'année. Je remercie tout particulièrement Michel Franceschetti qui, depuis 3 ans, a réinitialisé ces réunions de rentrée avec la réunion à Roquevert. Ensuite, François, l'année dernière, l'a lui-même faite dans la maison de Maurras. Aujourd'hui, nous avons changé. C'est Saint-Rémy et Mayanne, auxquels j'espère vous nous suivrez. Je remercie également la présence d'Hilaire de Crémier, secrétaire national de la Restauration nationale et directeur de Politique Magazine. Je ne saurais trop vous conseiller de vous abonner, de faire connaître cette magnifique revue, et également de la Revue Universelle. Donc, je vais tout de suite donner la parole à François Davin qui va conduire un peu le fil directeur de cet après-midi, qui va conduire cet après-midi. Et je vous souhaite, encore une fois, une excellente après-midi. Et je vous souhaite surtout d'être remplis de plein d'idées lorsque vous retournerez dans vos foyers, de prolonger les cours que vous aurez reçus pendant cet après-midi. Merci. Alors, comme vous le savez, certains parmi vous étaient avec nous l'année dernière à Martigues. Et nous avions choisi l'année dernière une phrase de Maurras dans Antinéa, une très belle phrase: « Tenons serré le lien qui nous unit avec les pères de notre esprit et de notre goût ». Et nous avions choisi l'année dernière d'aller à Roquevert, sur la tombe de Maurras, non pas par plaisir d'aller sur des tombes, mais pour nous ressourcer un petit peu, et après d'aller chez lui et de visiter son jardin, dans lequel il a fait une œuvre, comme vous l'avez appris. Et cette année, nous avons voulu inscrire la journée d'aujourd'hui dans les pas de celle de l'année dernière, poursuivre un peu cette réflexion, tenons serré le lien qui nous unit au père de notre esprit et de notre goût, en même temps reprendre là aussi le titre d'un livre de Maurras, Maîtres et témoins de ma vie d'esprit. Alors évidemment, nous nous sommes dit, nous avons la chance en Provence, Bainville, lui, est enterré à Paris, nous n'avons pas de lieu qui nous rappellerait le cher Jacques Bainville, l'irremplaçable Jacques Bainville, comme l'a dit Daudet, mais nous avons la maison de Maurras, où nous étions donc l'année dernière, nous avons la tombe de Daudet, puisque son mât, qui était à côté d'ici, a malheureusement été vendu, on ne peut plus s'y rendre, et nous irons tout à l'heure à la maison de Mistral. Donc nous avons 3 lieux emblématiques. Nous nous sommes dit, eh bien, après être allés à Martigues, nous irons nous ressourcer auprès d'un témoin, Léon Daudet, le compagnon des combats, le compagnon d'une vie, et Sylvie tout à l'heure va nous lire un texte très très beau, très émouvant, d'une haute tenue intellectuelle, vous en jugerez par vous-même, d'Henri Massy, dans un livre excellent qui s'appelle Maurras et notre temps. Massy explique la qualité, la profondeur, l'essence de l'amitié qui ne s'est jamais démentie entre Maurras et Daudet. Et Maurras est venu ici un jour, on peut l'imaginer un petit peu, le jour de la mort de Léon Daudet, et Maurras a parlé de lui. Tout à l'heure, nous en parlerons avec Sylvie. Ensuite, une fois que nous aurons évoqué le compagnon des combats, le compagnon quotidien, pendant plus de 30 ans, vous savez qu'au tout début de l'Action française quotidienne, certains avaient dit « entreprise absurde, ça ne durera pas 6 mois ». Eh bien, cela a duré plus de 30 ans. Et seule la mort a séparé Bainville, le premier, puis Daudet, puis Maurras. Donc, après nous être ressourcés ici un petit peu, après avoir fait mention de nos racines ici, eh bien, nous irons à Mayanne, où là, alors, nous aurons un maître, non pas dans le sens d'un maître, un professeur, comme on pourrait imaginer un philosophe de la Grèce antique, un Platon, mais Mistral est certainement un maître, pour Maurras, pour nous évidemment, pour tout le monde, parce que Mistral, c'est évidemment l'enracinement dans une tradition culturelle, une tradition provençale, nous le verrons tout à l'heure, qui n'est pas simplement linguistique, ça serait déjà très beau, qu'elle soit simplement linguistique et culturelle, mais elle est aussi humaine, elle est aussi charnelle, et dans le combat d'aujourd'hui, dont nous parlerons plus précisément tout à l'heure, ce combat des identités, des personnalités de nos provinces, de nos nations historiques, face à la Babel qui nous menace, à la dilution qui nous menace, je n'ai pas besoin d'insister, il sera bon de faire mention du compagnon des combats, maîtres et témoins, et d'un maître
d'un élément qui est totalement fondamental, totalement essentiel dans notre combat, à savoir les enracinements, les cultures provinciales. Donc, Jean a remercié les personnes qui sont venues de loin. Nous remercierons également Paul, qui fait un travail un petit peu difficile, un petit peu pénible, il enregistre. Nous remercierons également tout à l'heure la famille Moukadel, qui nous verra à Mayenne. Nous remercierons également Jean-Baptiste Donnier, qui viendra parler tout à l'heure. Et ceci étant fait, je vais demander à Sylvie de bien vouloir vous donner lecture avant que Jacques ne vous parle un petit peu plus longuement de Léon Daudet, et avant que moi-même je ne vous lise un deuxième texte. Rassurez-vous, ils seront courts, mais ils seront denses et je crois qu'ils vous plairont. Eh bien, je crois que là, vous connaîtrez un petit peu mieux, ou du moins vous reconnaîtrez, pour ceux qui le connaissaient déjà, et vous verrez que vraiment, nous pensons que c'est une bonne idée de venir nous ressourcer auprès de Léon Daudet. Alors Sylvie va vous lire ce passage merveilleux, deux amis par l'esprit, par les choses d'en haut, deux amis inséparables, que seule la mort a séparés. Le tempérament de Léon Daudet exigeait une entière liberté. C'est parce que l'Action française la lui a donné, cette liberté, que Daudet a pu développer tous ses dons, toutes les puissances de sa nature. Les richesses, les infinies curiosités de cet esprit si ample dans ses profondeurs, tout ce qu'il y avait en lui de vivant et de fort, l'Action française a su l'intégrer, s'en accroître. Si nous n'avions pas Daudet, nous serions un journal de professeurs, disait Maurras. L'amitié de Léon Daudet et de Charles Maurras avait accompli ce miracle, et si l'on songe que ces deux personnalités si entières étaient loin de coïncider en tout point, il y eut là une sorte de merveille. Rien jamais ne détendit ces liens. Les épreuves ne firent que fortifier leur amitié en la sublimant. Je ne me suis jamais disputé une seule fois en 20 ans avec Maurras, disait Léon Daudet, avec une fierté où il y avait du bonheur. Et à Saint-Rémy de Provence, sur la tombe de son ami, Maurras nous a livré leurs secrets. Notre amitié, dit-il, avait à sa base un respect profond, le respect de nos différences de goût, d'idées, de caractère, le respect de nos raisons d'être, où chacun avait besoin de se complaire et d'aboutir. Quand, le 21 mars 1908, Maurras et Daudet s'attelèrent ensemble au journal, les bonnes langues leur donnaient de 3 à 6 mois de cohabitation possible. Elle devait durer plus de 30 ans, et la mort seule les sépara. Leur accord parfait tenait au plus vif de leurs esprits et de leurs âmes. Au terme du voyage, quand, détaché de presque tout, le regard déjà fixé sur le visage de notre monde, Daudet songeait aux seules choses qui lui importassent encore, il les ramassait toutes en ce trait suprême, ma prière du soir et ma vie pour Charles Maurras. Il y avait chez Léon Daudet, sous la spontanéité de ses mouvements, la vivacité de ses appétits, une aspiration non moins instinctive à l'harmonie, à l'équilibre, à l'ordre, un désir de perfection humaine qui, chez lui, prenait sa forme dans l'image qu'il se faisait de l'artiste supérieur, de l'homme de génie. Et Maurras, à ses yeux, était de ces hommes-là. Leurs esprits se rejoignaient, en dépit des différences, dans ce quelque chose d'organisé, qui est au fond des grandes constructions de la logique et de la raison. Tout, au reste, chez Léon Daudet, tendait à la synthèse, jusqu'à ce sens du surnaturel si puissant en lui et qu'il ne faut pas confondre avec l'illimité. S'il avait soif d'infini dans la pensée, le précis, le concret, le réel l'attiraient invinciblement. Oui, ce visionnaire possédait le sens synthétique par excellence. Tous les appoints de la connaissance et de l'expérience nourrissaient ses visions. Mais rien ne lui faisait tant horreur que le rêve vide, inorganique par essence. L'universel créé, c'était sa pâture, à lui Daudet. Mais seul l'ordre le divinise, qui permet à la liberté intérieure d'y atteindre et d'étendre son champ. Voilà ce que Maurras lui avait fait redécouvrir, et sa rencontre avait été pour lui une illumination de tout l'être. Quel homme, s'écriait Daudet au spectacle que, rien qu'en vivant, Maurras lui offrait. Et je ne sais pas de plus belle définition de Maurras, fils du stagirite, que celle où Daudet le nomme, stratège de l'esprit, battant toutes les places rétives avec l'aide de Minerve et les forçant par les mots.
voilà, maintenant, Jacques, si tu veux bien, tu vas évoquer un petit peu pour nous la triple personnalité. Très brièvement, la personnalité de Léon Daudet. Alors, Léon Daudet, dès qu'il naît, je dirais, n'est pas quelqu'un de tout à fait ordinaire. Il n'aurait pas dû mener le combat qui a été le sien. Pourquoi? Il est le fils d'Alphonse Daudet. Il est un homme qui, dès sa jeunesse, dès ses premières années, il va rencontrer les personnalités de la Troisième République. Il est né en 1867, donc la Troisième République va naître un petit peu avec lui. Et donc, il va rencontrer les gens qui comptent dans le régime. Plus tard, jeune, en 1891, il va épouser la petite fille, Jeanne Hugo, la petite fille de Victor Hugo. Le ménage ne durera guère, mais c'est un homme du régime. Il devait faire normalement une belle carrière sur la Troisième République. Pourtant, au fond de lui, comme son père, il va évoluer. Comme son père Alphonse Daudet, il va évoluer. Il va évoluer parce qu'il se rend compte que la République mène la France à la catastrophe. Il se rend compte que le régime est particulièrement, ce régime de la Troisième République, est particulièrement peu honorable. Et il va mener un combat qui va d'abord être un combat purement nationaliste. Ce combat nationaliste, il va le mener pendant l'affaire Dreyfus. Il va adhérer ainsi à la Ligue de la patrie française. Il est parmi les anti-dreyfusards. Il va le mener aussi comme journaliste. Il va le mener comme journaliste dans des journaux de droite, de qualités diverses. Le Gaulois, très conformiste, mais aussi le très royaliste Soleil et la libre parole d'Édouard Drummond. Il va très vite subir l'influence de son épouse, sa nouvelle épouse, sa cousine, Marthe Allard, qui est catholique et royaliste et qui l'épousera religieusement, à la différence de son premier mariage avec la petite fille de Victor Hugo. Le premier mariage avait été civil, le second sera religieux. Le choc pour ce nationaliste républicain qu'est Léon Daudet, il va l'éprouver en 1904. En 1904, à la suite d'une réunion, les idées de Charles Maurras, sans doute appuyées par les bons arguments de son épouse, vont l'amener à afficher publiquement son ralliement à l'Action française. Il rejoint l'Action française, il rejoint le nationalisme intégral. De 1904 à 1942, pendant 38 ans, il sera l'ami, le compagnon le plus proche de Charles Maurras avec Bainville, peut-être plus proche même que Bainville. Il sera un militant, un dirigeant essentiel de l'Action française, un des deux journalistes principaux de l'Action française, 38 ans de combat. Dans Vers le roi, qui est un des plus beaux recueils de souvenirs de Léon Daudet, on lit quelques textes qui sont quelques phrases intéressantes que j'ai sélectionnées. C'est alors que je rencontrai Maurras et Vaugeois. J'eus avec eux plusieurs conversations de fond, d'où je sortis royaliste. Plus loin, il dit, je commençais bien entendu par faire les objections classiques. Elles fondirent comme cire au feu des arguments de Vaugeois, à la dialectique irrésistible de Maurras. Bien vite, une amitié profonde nous lia. Je rejoignis avec enthousiasme le petit groupe des nouveaux royalistes. Il écrit aussi, aujourd'hui encore, on est dans les années 20, mon cœur bat quand je songe à cette entrée dans la lumière en 1904, après 36 ans d'obscurité ou de demi-ténèbres. Plus loin, mes aspirations patriotiques avaient enfin un but et un programme. Maurras est un foyer embrasé, inextinguible, qui émet 1000 et 10 000 fois plus qu'il ne reçoit. Bien plus tard, il déclarera plutôt, je me suis donné à Maurras, et sachez bien que je ne me suis donné à aucune autre personne vivante que lui. À partir de là, un nouveau Daudet va naître, un militant, mais un militant qui ne reniera rien de sa personnalité passée. Tout d'abord, le militant d'Action française. Daudet va se montrer un militant acharné de l'Action française. Il ne fera jamais preuve de dilettantisme. Comme journaliste, il mènera un travail énorme. Comme polémiste, il sera à la pointe de tous les combats de l'Action française. Ses duels avec ses adversaires seront nombreux, très nombreux. Il sera blessé et il blessera en duel. Mais il est aussi un militant de base. Il aime à participer aux manifestations. Il sera arrêté. Il est un orateur
exceptionnel, chaleureux, qui entraîne l'adhésion de ceux qui l'écoutent. Et entre autres, il y aura à Saint-Rémy-de-Provence un meeting de l'Action française mémorable avant 14. Journaliste, militant, il est aussi un dirigeant. Il participe aux côtés de Maurras à la fondation de l'Action française quotidienne en 1908 et il en sera éditorialiste, co-directeur, rédacteur en chef. Plus tard, il sera un député, il sera le grand député de l'Action française, député de Paris de 1919 à 1924, juste après la Première Guerre mondiale, dans la Chambre Bleu Horizon. Tout cela l'amènera à jouer un rôle politique essentiel. D'abord en 14-18, ses campagnes contre la trahison, contre ces personnalités qui souhaitaient la paix avec l'Allemagne, Malvy, Caillot, contre les personnages bien plus douteux encore du bonnet rouge. Il mènera des campagnes victorieuses. Il apportera son soutien au président Poincaré. Il aidera Clémenceau à devenir président du Conseil en 1917. Après la guerre, il sera l'aiguillon de la Chambre Bleu Horizon, la fameuse chambre de droite, élue en 1919. Il pousse à une politique anti-allemande. Il contribuera à la chute du président du Conseil, Aristide Briand. À l'Assemblée, pendant 5 ans, il sera le véritable chef des nationalistes. Mais hélas, en 1924, il ne sera pas réélu. À travers toute cette action, il se montrera un combattant indomptable. Il fera preuve d'un immense courage moral et physique. En particulier lorsque son fils, en 1923, Philippe Daudet, sera assassiné dans des circonstances plus que douteuses. À ce moment-là, Léon Daudet se lancera dans le combat pour obtenir justice. À tel point que, chose incroyable, 2 ans plus tard, en 1925, c'est le père de l'enfant assassiné, qui lui-même sera condamné à 5 mois de prison ferme. Il ne se laisse pas faire. Alors qu'en juin 27, on va l'arrêter, il se réfugie avec les Camelots du Roi dans l'immeuble de l'Action française. Et là, il ne se rendra au bout de quelques jours que pour éviter de faire couler le sang français. Incarcéré à la Santé, les Camelots du Roi montent une opération incroyable avec la complicité d'une téléphoniste. Ils le font libérer. Quelqu'un se fait passer pour le ministre de l'Intérieur et demande la libération du gérant de l'Action française, de Léon Daudet, et pour faire bon poids d'un député communiste. Léon Daudet part, il se réfugie en Belgique. Depuis la Belgique, il continue à écrire. En 1929, amnistié, 2 ans plus tard, il revient à Paris. Et jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'en 1942, à son décès, bien malade, à Saint-Rémy-de-Provence, en 1942, eh bien, il continuera son combat à l'Action française. Deuxième point, plus court, il est un intellectuel remarquable. D'abord, un grand écrivain français. Certes, il ne restera pas pour ses romans, qui sont des œuvres certaines intéressantes, mais pas exceptionnelles. En revanche, son œuvre de polémiste, son œuvre de mémorialiste, est non seulement fascinante sur le plan du style, mais en plus passionnante à lire. Il faut toujours la lire. Il publie en 1914 Fantômes et vivants, en 1917 Salons et journaux, en 1920 Au temps de Judas, en 21 Vers le roi, en 22 Le stupide 19e siècle, en 1933 Député de Paris. C'est passionnant. C'est vraiment l'histoire de l'Action française, l'histoire intellectuelle d'une époque, l'histoire intellectuelle et politique d'une époque qui réapparaît sous la plume de Léon Daudet. En même temps, intellectuel, oui, il l'est, jusque dans son ouverture d'esprit. Même si cela va à l'encontre de ses opinions, en tant qu'académicien Goncourt, il a de l'influence, il en fera bénéficier des gens qui ne partagent pas ses goûts politiques ni artistiques. C'est qu'ainsi qu'il se découvrira, il soutiendra Proust, il soutiendra Céline, Bernanos, Morand, Joseph Kessel, Gide. Il apprécie même le premier Picasso et il dira tout le bien qu'il pense des impressionnistes. Enfin, à l'Assemblée, rappelons-nous le fameux discours du 27 juin 1922, où il se montrera le défenseur des humanités gréco-latines, sachant ainsi allier à la fois la modernité et nos traditions les plus profondes. Toujours, il aura le souci de son indépendance intellectuelle. Enfin, l'homme. L'homme, de la vie de tous, a fait preuve d'une chaleur humaine exceptionnelle. C'est un amoureux de la vie. Il aime le rire, la bonne chair, il a le sens de l'amitié et de la famille. Son amitié avec Maurras durera 38 ans. Pourtant, ils diffèrent beaucoup dans leur goût littéraire et artistique, ainsi même que dans leur caractère.
Il y a d'une part, je dirais, Maurras le classique, de l'autre, il y a Daudet le baroque. Mais jamais ils ne se fâcheront vraiment. Leur amitié, malgré certaines discussions parfois, leur amitié sera réelle, mais discrète. Tellement intime que finalement, ils en ont peu parlé, ni l'un ni l'autre. Quelques phrases, quelques lignes de temps à autre, mais on n'a pas vraiment de rapport, d'évocation soutenue et un peu longue de leur amitié. Ce qui les réunissait, eh bien, puisque nous allons aller tout à l'heure sur la tombe de Mistral, c'est aussi leur sympathie commune, leur admiration commune pour Mistral et pour les faits libres. Pour conclure, eh bien, disons que la fin de la vie de Léon Daudet, cette vie qui fut tellement pleine, a été difficile. D'abord en raison de problèmes de santé graves, mais aussi parce qu'elle s'inscrit dans le drame de la France confrontée à la guerre et à la défaite. Jusqu'au bout, il se montrera solidaire de Maurras. Il continuera à écrire à l'Action française repliée à Lyon, en zone libre, et il apportera tout son soutien au maréchal. Le 1er juillet 1942, il mourra. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les jours qui suivront, ces livres seront interdits par les Allemands. Les Allemands qui, eux, connaissaient leurs véritables ennemis et plaçaient Léon Daudet au premier rang de ses ennemis. Le drame de tout cela est que s'il avait vécu, sans doute aurait-il été parmi ceux qui ont souffert de l'épuration. Aujourd'hui, chers amis, nous sommes devant la tombe d'un homme qui fut à la fois un grand militant nationaliste et royaliste, un grand écrivain français et un grand homme de cœur et de fidélité. En un mot, Léon Daudet fut un grand Français. Cela n'est pas si courant, sachons le saluer. Alors on aimerait évidemment rester longtemps, mais ça n'est pas possible. Tu as très justement parlé, évidemment, dans ton très bon exposé, je n'évoquerai qu'un aspect, de Léon Daudet, défenseur des humanités. Eh bien, vous savez qu'aujourd'hui Alain Finkielkraut se plaint amèrement, et il a malheureusement raison, que nous sommes la première génération dont les élites sont et seront sans culture. Eh bien, cet effroyable effondrement de la culture française, de la culture en général, on l'avait déjà senti venir il y a bien longtemps, et vous voyez bien que faire souvenir de Daudet, ce n'est pas faire souvenir de Daudet, c'est continuer un combat et se ressourcer afin de le mener ici et maintenant. C'est à notre tour. Il a fait le sien. Vous savez que sa devise était « Qui n'a pas lutté n'a pas vécu ». Voilà. Donc tu lui as rendu hommage, on recite sa devise. Et pour terminer, avant que nous nous rendions tous ensemble à Mayenne, je voudrais, puisque cette amitié avec Maurras a été vraiment la chose qui finalement a illuminé la vie de Daudet, je voudrais vous le faire sentir encore une dernière fois. En 1937, Maurras a été condamné à 235 jours à la santé. Et quand il est sorti, la ville de Paris a organisé un très grand meeting, une très grande réunion d'hommage national à Charles Maurras au Veldiv. Et 40 000 Parisiens sont venus. Il y avait vraiment énormément de monde. Et voilà ce que Daudet a dit. Et c'est assez touchant, assez émouvant, et nous conclurons par là, de façon à ce que nous retrouvions justement le Daudet vivant, le Daudet avec ses émotions. Alors à un moment, je vous rassure, ça ne sera pas très long, Daudet prend la parole et dit « Vous avez entendu ce soir, bien des chefs de partis différents s'associer dans la reconnaissance que le pays doit à Charles Maurras. Je l'aime fraternellement, vous le savez. Je l'aime fraternellement d'abord pour les immenses qualités de sensibilité, de finesse qui sont en lui. Il est pour moi le symbole de mon pays. Je crois fermement, et je vous le dis avec tristesse et sincérité, dépouillé, croyez-moi, de tout esprit partisan, je crois fermement que la France, dans la situation où elle est, ne peut être sauvée des dangers qui la menacent et qui sont pires qu'en 1914, que par le fait que Maurras soit au pouvoir. Je ne parle pas, je vous le répète, en partisan. Ma conviction, puisée dans l'histoire, est ce qui fait que je me suis donné à Maurras. Et sachez bien que je ne me suis donné à aucune autre personne vivante que lui, parce que je me fiche à peu près de tout. Je me fiche de tout le monde, comme je me fiche de toutes les dignités, comme je me fiche de tous les honneurs. Je tiens cette indifférence de mon père, Alphonse Daudet, qui ne voulut jamais être de rien, et comme Alphonse Daudet, je considère ceux qu'on appelle les puissants de l'heure
comme des impuissants de la nuit. Je me fiche de tout, sauf de ma patrie. Mais lui, Maurras, représente la patrie, et c'est pour cela que je me suis donné à lui. Il est un autre grand citoyen, malheureusement disparu, dont la figure doit être ici évoquée en ce jour de grande clarté et de grande union française. Vous l'avez déjà nommé, c'est l'irremplaçable Jacques Bainville. Pendant 30 ans, à la même table, j'ai travaillé en face de lui et j'ai vu se lever dans son esprit lumineux cette connaissance profonde de l'histoire. Et c'est l'amour de l'histoire de France qui l'a élevé à un sommet où seule Fustel de Coulanges a atteint. Je crois en mon pays. En vous voyant ce soir et en sentant, comme ceux qui ont l'habitude des grandes réunions, le sentiment puissant qui vous anime, homme de France, car lorsque les autres sont petits, vous restez grands, et c'est bien là une qualité française. En vous voyant, vous, public de masse, pour le coup, mais de masse non étrangère et de masse profondément civilisée, je me suis dit que l'heure de la délivrance était proche. L'artisan de cette délivrance, il est ici, c'est Maurras. Vous êtes bien fatigué de discours, et je ne veux pas vous en faire un. Mais je mettrai la fin de cette réunion sous la bénédiction d'un homme qui a formé l'esprit de Maurras, et qui aimait Maurras non seulement comme son héritier, mais comme son fils, je veux dire de Frédéric Mistral. Les vers de lui que je vais vous lire, et même vous chanter, ont trait au fondateur du Félibrige, c'est-à-dire de la Renaissance du Provençal. Mais le dernier a trait à l'œuvre de mon frère de cœur et de travail, qui est ici à côté de moi, et il en est en quelque sorte la prévision. Sont morts les bautiseurs, mais les voix ont retenti. Sont morts les bâtisseurs, mais le temple est bâti. Ce qui se dit évidemment en provençal. Sont morts les beudiseire, mais les voix sont clanquis. Sont morts les bâtisseire, mais le temple est bâti. Je vous remercie.